C'était le 11 janvier 2014. Enfermé depuis plus de 8 ans dans un coma profond, l'ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon mourait à l'âge de 85 ans. Vous le savez, sur cette antenne, on aime compter les destins de ces grands hommes de l'État d'Israël, ceux qui l'ont façonné, construit idéologiquement et politiquement. Et justement, tout au long de cette semaine, nous vous raconterons la vie de ces personnages historiques. Et ce matin, c'est donc l'histoire d'Ariel Sharon et un retour sur cette date tragique. Le 4 janvier 2006, le Premier ministre d'alors subissait une violente attaque cérébrale à quelques mois d'élections cruciales en préparation desquelles il avait rompu avec sa famille politique, le Likoud, et créé un parti centriste destiné à sortir Israël d'un statu quo mortifère avec les Arabes. On va en parler avec vous, Christophe Dard, mais d'abord, vous le savez, on aime parler des origines et donc des racines, d'abord peut-être d'Ariel Sharon. De son vrai nom, Ariel Schneemann. Il est né le 26 février 1928 à Kfar Mazal, près de Petah Tikva, dans le centre d'Israël, issu d'une famille plutôt aisée. Son père est un technicien agronome originaire de Pologne et sa mère, née en Biélorussie, est médecin. Les parents d'Ariel Sharon, marqués par le climat d'antisémitisme qui règne alors en Russie au début du XXe siècle, vont émigrer en Palestine britannique en 1920. Ils auront 2 enfants, Judith puis Ariel. Et très jeune, Ariel Sharon, lui, s'engage dans le mouvement de jeunesse paramilitaire Gadna. À 14 ans seulement, il rejoint ensuite la Haganah, qui est l'ancêtre de Tsahal. Et c'est à ce moment-là qu'il va changer de nom. En effet, à la suite d'une demande du tout premier ministre de l'État d'Israël, David Ben Gurion, qui veut que les officiers militaires prennent des noms hébreux, Ariel Schneemann choisit de se faire appeler Sharon, qui n'est autre que sa région de naissance. Une fois enrôlé dans Tsahal, Ariel Sharon passe plus de 25 ans à servir dans divers postes de commandement. La première fois, lors de la guerre israélo-arabe de 1948, il sera d'ailleurs gravement blessé. Un an plus tard, en 1949, il sera promu commandant de compagnie et en 1951, officier dans les services de renseignement. Ariel Sharon dirigera par ailleurs la première unité des forces spéciales israéliennes, l'unité 101, cette unité qui, sous son commandement, va entreprendre une série de raids de représailles contre la Jordanie qui occupait alors la Judée-Samarie. Un commandement qui sera toutefois marqué par les polémiques et des critiques déjà acerbes contre les frappes israéliennes, jugées déjà disproportionnées à l'époque. Mais il faut se rendre à l'évidence, Israël est devenu un État fort et sûr de lui. En 1956, durant la crise du canal de Suez, le pays coopère à la tentative de prise de contrôle du canal par les corps expéditionnaires franco-britanniques à la suite, pour rappel, de sa nationalisation par Nasser. Ariel Sharon, qui commande une brigade parachutiste, se distingue au sein de l'état-major. Les années passent et l'ambition militaire d'Ariel Sharon est toujours vive. Lors de la guerre des 6 jours de 1967, il va diriger aussi une des divisions qui participe à la conquête du Sinaï. Le commandant est également en charge de la lutte contre le terrorisme palestinien dans la bande de Gaza. C'est véritablement à ce moment-là que Sharon acquiert une grande popularité, aussi bien auprès de l'opinion publique israélienne que de ses semblables militaires. Toutefois, sa soldatesque lui est reprochée. Oui, absolument. Le commandement israélien reconnaît en lui un grand stratège, mais n'apprécie pas son indiscipline. Par ailleurs, c'est durant cette période que l'homme doit aussi affronter des épreuves personnelles. Sa première femme sera tuée, en effet, dans un accident de voiture en 1962 et son jeune fils meurt dans un accident de fusil de chasse en 1967. Mais quoi qu'il en soit, Ariel Sharon reste debout et se lance en politique. Et c'est là qu'éclate la guerre du Kippour, 1973, date importante. Sharon, alors rappelé d'urgence sur le front sud, il prend la tête d'une division blindée. Encore une fois, lors de ce conflit, Sharon augmente sa popularité auprès de l'opinion publique et confirme ses talents de tacticien. Il achève ainsi plusieurs manœuvres qui permettent à l'armée israélienne de franchir le canal de Suez, puis d'encercler et d'isoler l'armée égyptienne, ce qui apporte la victoire finale aux Israéliens. Et parallèlement, Sharon n'abandonne pas son rêve de politique. La même année, en 1973, il participe ainsi à la fondation de l'alliance politique de droite, le Likoud. De juin 1975 à mars 1976, Sharon devient assistant spécial du Premier ministre Yitzhak Rabin et tente de remplacer dans le même temps Menachem Begin à la tête du Likoud. Toutefois, c'est une période où Sharon se cherche encore. Il tente ensuite de rejoindre le Parti travailliste et le mouvement démocratique centriste pour le changement. Oui, il a toujours été finalement entre deux, sans jamais y parvenir. Donc, et ce n'est alors qu'à la formation de sa propre liste, Shlom Tzion, qui remporte 2 sièges à la Knesset lors des élections suivantes,
suivante qu'il va se faire une place. Immédiatement après, il fusionne son groupe avec le Likoud et devient ministre de l'Agriculture. Et oui, les charmes des coalitions gouvernementales en Israël. Et donc, on touche enfin au but. Ariel Sharon, qui peut affirmer ses idées sionistes et marquées à droite, par exemple, il soutient l'expansion des implantations agricoles juives en Judée-Samarie. Il veut renforcer la présence israélienne à Gaza. Sous sa direction, entre 1977 et 1981, ce sont plus de 25 000 juifs qui vont s'installer dans ces différentes localités. L'objectif est de garantir la sécurité d'Israël par une démographie juive majoritaire. Consécration en 1981, Ariel Sharon devient ministre de la Défense. Sous sa direction, Jérusalem devient le 5e plus grand exportateur d'armes au monde. Israël qui vend notamment des armes à l'Iran. Et puis enfin, l'année 1982 marquera un tournant dans la vie d'Ariel Sharon. D'abord car c'est le début du désengagement dans le Sinaï, notamment dans la ville de Yamit, où des centaines d'Israéliens doivent évacuer. Des images qui marqueront l'opinion publique. C'est aussi un tournant car c'est en 1982 qu'a lieu la guerre du Liban, cette guerre civile qui se déroule depuis déjà de nombreuses années, guerre dans laquelle Israël va entrer pour tenter de chasser du pays l'OLP, l'organisation arabe palestinienne responsable depuis le Liban d'attaques contre le nord d'Israël. Oui, il s'agit en fait d'un affrontement sur place entre plusieurs forces et cette année 1982, puisqu'on parle du Liban, sera également affectée par le massacre de Sabra et Shatila perpétré par les phalangistes chrétiens contre un camp arabe palestinien. Massacre ordonné en représailles à l'assassinat du président chrétien Bachir Gemayel. Et oui, un événement qui va retentir mondialement. Plus de 2000 personnes tuées par les phalangistes sous l'œil jugé hagard d'Israël. En 1983, une commission d'enquête officielle évoque ainsi la responsabilité indirecte d'Ariel Sharon qui n'aurait, je cite, pas ordonné que les mesures adéquates soient prises pour empêcher d'éventuels massacres. Ariel Sharon est alors contraint à démissionner. Il s'éclipse de la vie politique pendant plusieurs années. Mais il revient quelques temps plus tard, élu entre 1990 et 1992, ministre du Logement et de la Construction, ainsi que président du comité ministériel sur l'immigration. Le but, faciliter l'intégration des nouveaux Olim avec la construction de nouveaux appartements à travers tout le pays. En 1998, s'ouvre pour Ariel Sharon un nouveau ministère, celui des Affaires étrangères. Il est alors chargé des négociations avec l'autorité palestinienne. Un an plus tard, il prend la tête du Likoud. Il est enfin élu Premier ministre en 2001. Son programme, qui est essentiellement basé sur la lutte contre le terrorisme palestinien. C'est lui qui va initier notamment la construction du mur de sécurité entre Israël et les territoires arabes de Judée-Samarie. Et enfin, c'est là que la seconde intifada éclate. Les attentats terroristes se multiplient et Ariel Sharon est pris en étau. Et oui, face au terrorisme, Ariel Sharon n'a d'autre choix que de se désengager de la bande de Gaza. Un vrai traumatisme pour Israël. On se souvient alors de ces mots terribles tenus à la Knesset en 2004 par Sharon. J'ai combattu dans toutes les guerres d'Israël et appris de mes expériences que sans la force appropriée, nous n'avons pas une chance de survivre dans cette région qui ne montre aucune pitié envers les faibles. L'épée seule ne peut résoudre cette dispute amère pour cette terre. Voilà ce que disait donc Ariel Sharon. Le désengagement de la bande de Gaza se déroulera du 15 août au 11 septembre 2005. Salué par la communauté internationale, ce retrait qui ne va pas faire l'unanimité ouvre une crise profonde au sein du Likoud. Ariel Sharon crée son propre parti, Kadima, parti centriste qui attire à la fois un des membres du Likoud et du parti travailliste. Mais le 4 janvier 2006, une attaque cérébrale freine cette ascension. Ariel Sharon est placé dans le coma. Il perd son poste de Premier ministre officiellement et c'est Ehud Olmert qui est investi. Ariel Sharon ne reprendra jamais conscience. Il meurt 8 ans plus tard, le 11 janvier 2014. Merci beaucoup Christophe Dar. C'était donc l'histoire d'Ariel Sharon, ancien Premier ministre de l'État d'Israël et une personnalité évidemment qui a marqué l'actualité au cours du XXe siècle.